La petite musique d'ascenseur que vous avez entendue et de circonstance à l'heure de la sieste, à l'heure où nos estomacs tirent les paupières vers le bas et qu'on est tous en train d'attaquer la digestion, je voudrais vous signifier quel bonheur est le mien de faire ce métier-là, surtout à l'heure de la digestion. Mesdames et messieurs, je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis là pour faciliter votre transit cet après-midi. Et je suis là juste pour ça, évidemment. Et c'est le pire. Je suis très heureux qu'on laisse la lumière parce que je vais évidemment vous empêcher de dormir. Je ne doute pas qu'ils m'aideront autour de la table parce qu'il y a quand même 2-3 caractères, voire 4 caractères, certainement, en plus du mien. Je suis très heureux de vous accompagner. J'ai l'habitude de définir mon métier de modérateur comme le bonhomme qui devrait être à votre place, mais qui a été juste un tout petit peu embrouilleur pour faire le métier que j'ai fait en tant que journaliste pour venir ici. Je connais rien à rien, je suis journaliste, donc je suis venu apprendre. Voilà, alors je vous préviens tout de suite, hein, vous allez être frustrés, ils vont être frustrés, moi n'en parlons pas, parce que ce dont on va parler, ça pourrait durer 12 heures, et là on a 1h30 ensemble. On va privilégier les débats avec la salle, évidemment, parce que je veux que vous me les bousculiez, parce que en fait ils se connaissent, et à force de se rencontrer, de raconter des choses autour d'une table, machin, faut pas hésiter à les bousculer un tout petit peu, comptez sur moi, mais je compte sur vous aussi. Petite règle du jeu, autre chose, en vrac, vous me coupez vos téléphones portables, s'il vous plaît. La compétition des sonneries des années 80, j'en veux plus. Donc on coupe les téléphones portables, comme ça on se concentre vraiment sur la discussion si vous voulez bien. Vous n'aurez pas de tabou et pas de langue de bois dans votre prise de parole, ils n'en auront pas non plus. Vous ne l'avez pas fait spontanément, mais quel dommage, vous avez un casting de choix, mesdames et messieurs, ça s'applaudit, c'est pas tous les jours. On va ensemble traiter de ce thème vers un meilleur équilibre entre coopération et compétition. Ça fait très sujet du baccalauréat. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a pris 2 économistes qui s'entendent pas du tout d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, au moins, exactement, enfin si, ils s'entendent, mais sur scène peut-être pas. Et voilà. Et donc on va essayer de répondre à une question qui est fort large. En rentrant dans ce thème-là, il y a la question primordiale qui nous unit aujourd'hui. C'est même pas une question. Moi j'ai vu un point d'exclamation quand on m'a dit sur le programme, le meilleur est à venir. Écoutez, moi l'optimiste né, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, ouais. J'espère qu'ils ne vont pas doucher cet optimisme, voilà. On va leur demander, surtout qu'ils ne se privent pas de m'en retourner une avec les mots, bien sûr, si jamais ils ne sont pas d'accord, mais on va les présenter, leur demander déjà s'ils ne se sont pas trompés de porte, s'ils sont là parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire un samedi, ou justement parce que la thématique les intéresse et qu'ils avaient un truc à nous dire de particulier. Le meilleur est à venir, m'annonce-t-on. Chère Absatoussi, vous êtes, vous, entrepreneuse, fondatrice de Salon de Beauté Ethnicia, vous êtes chef d'entreprise. Un petit mot sur cette thématique qui nous occupe aujourd'hui, peut-être un petit mot aussi pour nous glisser et votre parcours et votre présence aujourd'hui à nos côtés. Bonjour à tous, donc moi j'ai... C'est bon ? C'est bon. Bonjour à tous, donc je suis ravie et très honorée d'être là autour de ces grandes pointures qui m'entourent. Vous vous ennuyez ? Ils font tous du 46 ou 48, c'est pour ça. C'est ça, moi je suis chef d'entreprise depuis maintenant 8 ans, donc encore débutante en la matière. Mais ce qui m'a plu dans ce débat, c'est qu'en tant que jeune et jeune entrepreneur, j'espère sincèrement que le meilleur est à venir. Et donc je suis là pour échanger autour de ce sujet-là. En tout cas, vous y participez. Et tenter d'y participer au quotidien, bien entendu, aussi. Les salons de beauté Ethnicia, c'est combien de salons, de personnes Alors aujourd'hui, c'est devenu les salons de beauté Absatoussi, donc j'ai encore plus la pression maintenant. C'est plus simple. Voilà, j'ai 14 points de vente aujourd'hui et une ouverture qui aura lieu très prochainement, donc en Afrique, en Angola. D'accord, très bien. Et donc c'est une centaine de collaborateurs. Voilà. On va demander à Roland Castro si les salons de beauté Roland Castro existent. Cher Roland, vous êtes architecte, vous êtes urbaniste. On vous connaît, mais peut-être pas forcément la nouvelle génération va se poser des questions sur le bonhomme que vous êtes, etc. Dites-moi, vous, avec votre expérience, vous qui êtes un faiseur de choses magnifiques, d'abord, vous allez vous présenter en répondant aussi à la question, mais est-ce que le meilleur est à venir, cher Roland Castro ? Ça fait assez longtemps que je ne suis pas futurologue, moi. Ouais. Je pense que le meilleur est à venir si, à certaines conditions, voilà. Donc je ne vais pas vous dire, le meilleur est à venir en étant gramscien, c'est-à-dire en combinant le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Mais enfin bon,
Oui, le meilleur est à venir si on pense comme Freud qu'on peut espérer transformer le monde à condition de sauter de la tête que l'homme est bon. On se demande Des toujours. choses comme ça, voilà. Donc le meilleur est peut-être à venir. En tout cas, certainement pas si toutes les grandes questions de la planète sont envisagées sous l'angle de la panique. Ouais. Parce que moi, je prétends qu'autour des vraies questions, il y a un parti de la peur qui s'est constitué, et spécialement en France d'ailleurs. Je dis ça pour provoquer un peu les jeunes gens qui doivent nous interroger, paraît-il. Il y a un empilement de peurs qui sont un cheval, une alouette. Il y a une planète épuisable, ça c'est l'équation de base. Oui. Et puis après, il y a le saumon, je ne sais pas quoi, qui est pollué dans des conditions, machin. Qui est fumé, oui. Des ondes radioélectriques. Enfin bref, il y a une utilisation politique de la panique pour en faire son fromage politique et en faire une espèce de paralysie française actuelle, dépressive. Et en effet, le meilleur est à venir si la France, par exemple, sort de sa dépression. Ce serait pas mal. On se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce que fait un architecte urbaniste autour d'une table ronde pour parler de ces choses-là? Mais vous êtes quand même un tout petit peu futurologue. En tout cas, votre métier d'architecte et d'urbaniste, c'est justement de préparer l'avenir à travers vos idées, vos conceptions, vos créations, et pour que ce soit le meilleur à l'avenir. C'est votre boulot, ça, d'architecte, d'urbaniste. Vous réfléchissez sur les 25 ans, 30 ans, 50 ans à venir Non, mais moi, comment dire, on travaille. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour transformer des quartiers de la pire époque rationaliste. Oui. Les remodeler, les embellir, les transformer vraiment, au point que j'ai quand même des preuves. C'est qu'en novembre 2005, dans les quartiers que j'ai transformés, il n'y a pas eu d'émeute. Bon, ça, c'est des bases. Oui. Quand je fais un travail de quartier, quand j'invente un truc, je tente de fonctionner autour de, non pas l'idée du collectif, mais l'idée du commun, et qui est de l'individu et du commun. Pour moi, la bonne ville, c'est une ville où on peut être absolument soi-même et où on peut être, si l'on le veut, avec les autres, mais pas dans l'obligation. Donc voilà, je fonctionne. Effectivement, mon travail d'architecte, il est pas trop idiot du point de vue de la mixité, du point de vue de la citoyenneté monde qui est la nôtre. Les HLM ne sont en rien distinguables des logements en accession à la propriété. Voilà. Bon, c'est le minimum de base que je fais, c'est ça, effectivement. Ce que je dis simplement, c'est que très souvent, il y a des interrogations futérologues sur des thèmes qui parfois s'avèrent faux. Par exemple, l'augmentation exponentielle de la population mondiale des villes. C'est un machin qu'en train de... Voilà. Et puis, voilà, il y a des tas de... C'est ça que j'appelle la futurologie paniquante. On va évidemment creuser plein de choses. On a mis, je ne sais pas pourquoi on a mis les deux économistes à côté l'un et l'autre. Et alors je faisais exprès de les titiller tout à l'heure quand on s'est rencontrés dans le petit salon. Voilà. Je disais, mais ces deux économistes qui pensent totalement l'un l'inverse de l'autre. Et on me dit, mais attendez, c'est pas une science exacte. Mais peut-être, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que des économistes n'arrivent pas à s'entendre. Un petit mot sur votre métier, l'un et l'autre. Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes, vous, le président du Cercle des économistes. Ça veut dire que dans votre cercle, vous acceptez que Jacques Généreux soit aussi là-dedans? Il en fait partie? Parlez bien dans le micro. Oui, nous nous entendons très bien. Nous ne sommes pas à l'opposé l'un de l'autre. On est deux lignes différentes de ce qu'on pourrait appeler la gauche. Mais lui est plus radical, je suis plus modéré, mais voilà, point. Cela dit, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Bien sûr. C'est pas le sujet. Alors maintenant, moi, vous avez dit qu'il fallait qu'on soit vigoureux. Je trouve que le titre est débile. Ah. Débile. Lequel le titre, le meilleur est à venir ou vers un meilleur équilibre entre coopération et politique? Ça ne veut rien dire le meilleur avenir. C'est pourquoi? Le meilleur. Parce que je veux dire, vous ne décidez dans le micro, Jean-Hervé. Oui, vous ne décidez pas, vous ne décrétez pas que le meilleur est à venir, pour que ça ne veut rien dire. Alors j'ai essayé de reconstituer un titre plus talentueux, et j'aurais dit... En toute modestie. Non, c'est du niveau du bac, là. D'accord. Si vous avez parlé des preuves du bac, non, je dirais le meilleur est à venir, ou la réhabilitation du politique. C'est-à-dire que... ou la réhabilitation du politique. Est-ce qu'en régie, on peut mettre le micro un peu plus fort? Parce que la salle réclame le micro plus fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Ou la réhabilitation du politique. Au moment
où le politique un peu partout dans le monde est en fait très remis en cause, parfois pour de bonnes raisons, parce qu'on soupçonne tel ou tel, mais je veux dire tout ça est marginal. Le politique, c'est la volonté de réfléchir collectivement à des solutions. Le meilleur est à venir si, et donc il n'y a pas de déclaration de principe. Je ne suis pas rousseauiste, je ne crois pas que... Je suis plutôt voltairien, je ne crois pas que l'homme est naturellement bon. Donc il faut absolument que le projet collectif soit un projet qui fasse que le meilleur est à venir. Et deuxième remarque, puisque vous évoquez les économistes, je dois dire que je suis de la même manière, allez, je vais être plus gentil, surpris par le titre, parce que en réalité, est à venir, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quoi, venir l'année prochaine, 2014, 2025? Ça ne veut pas dire grand-chose. Non, mais il faut être un tout petit peu rigoureux dans ce qu'on dit. Et donc, je dois dire que nous autres, les économistes, et je ne sais pas si Jacques sera d'accord là-dessus, mais un peu d'humilité, on est plongé dans une incertitude que je n'ai, en réalité, en 40 ans d'économie, jamais connue. C'est-à-dire que celui qui dit ce que sera la croissance en 2014, c'est un plaisantin, et celui qui dit 2015, c'est un escroc. Donc, personne n'a la moindre idée de ce qui va se passer, de la manière dont ça va se passer. Et dernier sujet, l'incertitude. Ça, c'est l'incertitude liée à la crise, aux difficultés. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et là, c'est de la politique, c'est la manière dont on traite les sujets. On peut ne pas être d'accord, mais il faut bien exprimer des points de vue. Oui, oui. Mais là où j'ai, au fond, encore plus d'envie de politique, si, pour moi, les 10-15 ans qui viennent sont largement déterminés par des problèmes de démographie. C'est la démographie qui odie le monde. Brodel l'avait très bien dit, j'ai oublié la citation exacte, donc je ne voudrais pas mal le paraphraser, mais en réalité, ce qu'on appelle le problème de vieillissement, qui est tout à fait étonnant, hein, ce qui est en train de se passer au niveau mondial, cette croissance assez rapide du nombre d'habitants sur la planète, et puis, disent les démographes, mais les démographes se trompent au moins autant que les économistes, et on peut admettre une seconde qu'ils aient raison, oui. C'est une stabilisation. Ce monde-là, baptisé vieillissement, avec une population qui est au fond plus âgée, donc il y a des problèmes de retraite, de santé, de progrès technique, d'innovation, tout ça, c'est une incertitude incroyable. Et si l'on dit, et je termine là-dessus, si l'on dit le vieillissement c'est une chance, qui est le genre de phrase qu'on sort toujours en fin de réunion de colloque, mais qui peut avoir du sens. Le vieillissement, c'est une chance. On a une politique déterminée, c'est-à-dire qu'on se dit, au fond, on va essayer d'en faire quelque chose de positif. Si on se dit le vieillissement, c'est horrible parce que c'est le fait que brutalement la société sera moins dynamique, moins généreuse, moins ceci, moins cela, ce qui n'est pas prouvé, on est évidemment sur une sorte de laisser-faire. Donc tout ça pour dire, vous me changez le titre, et on se dit, on remet la politique au cœur de la discussion sur savoir si on sera plus heureux demain qu'aujourd'hui. Les organisateurs vous remercient, ils viennent de m'appeler dans l'oreillette en disant merci Lorenzi d'avoir foutu en l'air notre titre. Alors, en fait, parce que toute la journée est là-dessus, bien sûr. Jacques Généreux, ce titre-là, justement, vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes également économiste, vous êtes fondateur du Parti de gauche, c'est ça? Co-fondateur, l'un des fondateurs, en tout cas, du Parti de gauche. Un petit mot sur ce dont on parle. Pour vous, le meilleur est à venir ou alors il était à venir? Non, alors, dans l'histoire de l'humanité, le meilleur et le pire reviennent tour à tour en permanence. Et donc, je partage avec Hervé, vous voyez qu'on est loin d'être à l'opposé surtout, l'idée que ça n'a pas tellement de sens d'ailleurs de s'interroger sur le meilleur ou sur le pire. Ça n'existe pas. Une société humaine, c'est toujours quelque chose qui est en train d'aller vers quelque part, qui est en devenir. Donc, on ne peut jamais juger, nous n'avons aucun point de repère fiable sur lequel nous pourrions tous tomber d'accord pour dire tel état particulier dans lequel est une société est le meilleur ou est le pire. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qui s'est passé il y a 200 000 ans, par rapport à ce qui arrivera dans 200 000 ans, oui, dont nous savons évidemment absolument rien. Donc ça n'a pas de sens de juger en ces termes l'état d'une société. Ce qui a un sens, c'est de juger la direction dans laquelle on est engagé. Oui. Et donc la question est, est-ce que nous sommes dans une direction qu'on pourrait qualifier de progrès, c'est-à-dire est-ce que les choses vont plutôt en s'améliorant dans différents registres, qui est celui de la qualité de vie des individus, de l'émancipation personnelle, de la cohésion sociale, de la solidarité internationale entre les peuples,
de la préservation de notre écosystème à tous, de notre planète vivante pour que l'humanité puisse continuer à vivre. C'est-à-dire, est-ce que nous progressons dans toutes ces dimensions essentielles à la vie humaine, ou est-ce que nous régressons? Et donc, tour à tour, dans l'histoire de l'humanité, des sociétés, on doit les juger de ce point de vue-là. Il y a des moments, moi je pourrais vous citer des étapes dans l'histoire où, si on la comparait à nos sociétés d'aujourd'hui, on dirait « Ah, quelle société épouvantable, oui. etc. » Il y avait des esclaves, par exemple, c'était abominable. Ça n'a aucune espèce de sens de comparer une société d'il y a 6 siècles ou 3000 ans à une société d'aujourd'hui. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est à différents moments de l'histoire, de dire là, à ce moment-là de l'histoire, l'humanité a pris un chemin qui la faisait progresser. À d'autres moments, elle a pris un chemin qui l'envoyait vers l'effondrement. Et donc, comment juger la période qui nous intéresse, qui est celle dans laquelle nous vivons? J'ai consacré la totalité de mon avant-dernier livre à décrire ce que j'ai appelé la grande régression, oui. À savoir que, quelle que soit la direction, les points essentiels que l'on puisse considérer pour évaluer une société, nous sommes engagés depuis 30 ans dans une grande régression. Au motif principal, et c'est ça le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, au motif principal que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en réalité, on a commencé de libérer totalement la passion de la compétition pour l'accumulation marchande, pour l'accumulation du fric. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'alors, cette passion mauvaise, qui a toujours été mal jugée par toutes les sagesses, par toutes les religions, par toutes les philosophies comme étant destructrice de la société, n'a jamais été libérée comme elle l'a été depuis une trentaine d'années. Et du coup, nous sommes engagés dans un monde de compétition généralisée, de rivalité généralisée. Et parmi les conséquences, où que vous regardiez aujourd'hui, à l'époque que nous vivons, il n'est pas nécessaire d'insister sur le fait que manifestement nous sommes dans un système économique qui est devenu fou et qui ne fonctionne plus. Donc il y a une régression économique manifeste. La régression sociale, qui est la montée partout, des antagonismes, des inégalités, bref. La régression écologique, le fait que, alors que nous avons pris conscience il y a 30 ou 40 ans des nécessités d'une réorientation de modalités de développement, on a fait le contraire de ce qui était nécessaire depuis 30 ans. La régression démocratique. Je vous laisse terminer là-dessus, s'il vous plaît. Oui. La régression démocratique, qui est le recul de la démocratie, qui est le recul de l'émancipation réelle des individus, qui est le mépris du suffrage universel dans les grandes démocraties occidentales, qui ne sont pas des démocraties, qui sont des oligarchies. Le recul moral, la régression morale, qui fait que nous sommes dans des populations d'individus qui ne savent plus où trouver des repères qui autrefois étaient donnés par la religion, par une morale laïque, etc. Tout ça a disparu. Donc nous sommes dans une grande régression. Et donc l'avantage, quand on regarde l'histoire comme ça, c'est d'identifier clairement la direction que nous prenons. Cette direction est la pire des directions. Nous avons tourné le dos au progrès humain. Alors Jacques Généreux, forcément, je termine d'un mot. Terminé. Forcément, parce que c'est ça l'analyse même de l'histoire, puisque cette société-là n'est pas soutenable. Elle n'est pas soutenable moralement, elle n'est pas soutenable économiquement, elle n'est pas soutenable socialement, elle n'est pas soutenable politiquement et elle n'est pas soutenable écologiquement. Donc nécessairement, elle va s'effondrer. La seule incertitude, c'est va-t-elle s'effondrer à la suite de grandes catastrophes sociales, politiques, écologiques, parce qu'on n'aura pas été capable d'organiser une transition démocratique vers un autre modèle de société de développement, ou est-ce qu'elle va se connaître une renaissance par le biais d'une transition démocratique? Merci. Moi, je suis un intellectuel engagé politiquement pour essayer de faire que ça se passe par une transition démocratique. Mais comme Gramsci, je suis un pessimiste dans l'analyse et un optimiste dans l'action. Comme analyste, je crains que nous ne fassions pas l'économie d'un grand effondrement avant la Renaissance. Alors, vous l'aurez compris, on voulait vous plomber l'ambiance dès le début. Et construire un peu plus là-dedans. Juste une réaction rapide d'Absat aussi, qui n'est pas d'accord avec Jean-Hervé Lorenzi, me dit-elle à l'oreille droite. Rapidement une réaction, et je veux qu'on aille encore plus dans ce fameux débat qui nous occupe aujourd'hui sur la coopération et la compétition. Absatou, juste votre réaction rapide. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que ou alors on ne le voit pas du même point de vue, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que le titre est stupide. Je pense que ça dépend à qui on parle, mais qu'aux jeunes d'aujourd'hui,
aux nouvelles générations, il est indispensable de leur expliquer que le meilleur est à venir. Parce que pour moi, ce changement ne passe justement que par nos jeunes générations, mais aussi par l'humain qui doit être effectivement au centre de notre société. Et moi, j'ai beau entendre effectivement des intellectuels, des politiques réfléchir. J'ai quand même une problématique avec nos politiques aujourd'hui. C'est que tant qu'ils ne réfléchiront pas avec les gens qui vivent au quotidien les situations qu'ils tentent de résoudre, ça n'avancera pas. Je prends l'exemple effectivement des... Merci. Je prends l'exemple simplement, notamment de nos politiques qui réfléchissent en permanence à l'avenir économique de notre pays, sans se mettre autour d'une table et de réfléchir avec les chefs d'entreprise qui se lancent, avec les chefs d'entreprise des PME, avant de réfléchir en permanence avec les très grandes entreprises, se poser régulièrement avec eux pour connaître la réalité de ce que l'on vit. Moi, j'ai l'impression qu'entre ce que me disent les politiques et ce que l'on vit au quotidien, c'est juste qu'ils sont dans une tour d'argent où ils n'ont plus conscience du tout de ce qui se passe dans la réalité. Et ils nous présentent des lois, ils nous présentent des projets qui partent probablement de bonne volonté, mais qui sont complètement à côté de la plaque. On va continuer, si vous le voulez bien. Merci Absatou de cette réaction. Dans le titre qui nous occupe, alors que je vous dise un peu comment les choses sont préparées. Donc, des étudiants se sont réunis pour préparer une sorte de conférence de rédaction. Ils ont préparé cette rencontre. On va saluer des étudiants qui sont de Sciences Po Ex, de l'École centrale de Paris, de l'Université Paris-Dauphine. Ils étaient 4, enfin pour l'instant ils sont 3, à moins que monsieur vous soyez le 4e étudiant. Donc il nous manque le 4e, mais c'est pas grave. Ils ont réfléchi à tout cela. Ils auront la parole dans quelques instants, évidemment, pour rebondir sur le débat, et vous, la salle, également. Juste reprendre quelques-unes des interrogations principales qu'ils ont eues, eux, lors de la préparation de cette conférence de rédaction. Sur la thématique du jour, vers un meilleur équilibre entre coopération et compétition, comment est-ce qu'on arrive à concilier l'indispensable esprit de compétitivité qui est inhérent dans cette société et dans tous les secteurs, que ce soit au niveau humain d'ailleurs, au niveau social, au niveau entrepreneurial, dans les études aussi, enfin, etc. Comment est-ce qu'on arrive à concilier cet esprit de compétitivité et l'indispensable esprit de coopération dans toutes les communautés en fait qui nous occupent et qui nous intéressent? Qui arrive à nous donner un peu la règle du jeu? Est-ce que c'est faisable d'ailleurs? Est-ce que tout d'un coup on se dit bah voilà, la coopération on s'en fout parce qu'on est de toute façon dans une compétition, coopération on verra après? Ou est-ce que cette coopération est un outil génial pour une meilleure compétitivité? J'en sais rien. Qui peut répondre à cette question? Une question qui appelle 3 heures de réponse, évidemment vous n'avez qu'une minute 12, sinon ce serait facile. Qui veut répondre à ça? Merci beaucoup. Réaction suivante aussi. Très très bien. C'est pas simple de répondre, allez-y. Je peux le faire en 1 minute 12. Je vais vous y obliger. D'abord, je ne voudrais pas dire que la question est stupide, puisque ça a déjà été dit. Mais, oui, je ne suis pas costaud, vous pouvez. Non. En plus, ce sont les étudiants qui l'ont posé, je trouve ça très cool. Non, la question est très bonne, mais elle suppose une petite rectification de formulation. Parce qu'il est question d'indispensable esprit de compétitivité et d'indispensable esprit de compétition. Indispensable, pourquoi, pour qui, D'accord. Sur la base de quels critères? Oui. Alors, moi, l'essentiel, le cœur de mon travail, vous savez, c'est un travail d'anthropologie, en réalité. C'est ce que je fais depuis 10 ans, à travers mes travaux et mes ouvrages, c'est d'opérer une refondation anthropologique du discours économique et politique, c'est-à-dire refonder ce que nous disons en la matière sur ce que nous savons réellement aujourd'hui. On commence à savoir des choses du fonctionnement humain, c'est-à-dire de ce que nous sommes, comment nous fonctionnons nous-mêmes à titre personnel et en relation avec les autres. Alors là, il y a des choses intéressantes sur la compétition et la coopération. D'abord, l'être humain, il est animé en effet par, pas un esprit, mais je dirais, il a en lui des formes d'instinct de compétition, mais aussi de coopération. Parce que le fonctionnement de l'être humain est en permanence dans l'interaction entre le souci et le désir absolu d'être soi, c'est-à-dire d'épanouir son être, de grandir, enfin d'exister, c'est la passion et la pulsion d'exister, d'être, et dans le même temps, le désir absolu d'être avec autrui. Car un être humain est un être social dès sa naissance qui ne se construit physiquement, intellectuellement et évidemment a fortiori moralement et socialement que dans la communication et la relation avec sa mère, avec son père, avec ses copains, avec son voisinage, avec ses éducateurs, etc. Bon. Et donc le cœur de la vie d'un être humain, c'est quoi? Ce que nous passons toute notre vie à faire, c'est d'essayer de concilier
notre désir absolu d'autonomie, de liberté, d'expansion, de singularité, etc., et notre désir qui est tout aussi fort d'être avec, de nous conformer, d'être bien ensemble, de faire des choses ensemble, de coopérer, etc. Bon. Alors, pour revenir à la question qui nous intéresse, maintenant en termes sociaux, de quel type de compétition les hommes ont besoin dans leur fonctionnement? En quoi sont-ils en compétition? Ils ne sont pas naturellement en compétition pour l'argent, ils ne sont pas naturellement en compétition pour la performance économique, etc. Tout ça, ce ne sont que des constructions sociales historiques. À un moment donné, ça peut être le cas, parce que c'est le cadre social dans lequel on le fait exister. Mais au niveau des invariants anthropologiques, c'est-à-dire qui sont vrais depuis Homo sapiens sapiens il y a 200 000 ans jusqu'à aujourd'hui, le cerveau n'a pas changé depuis. J'espère que si, un peu. La compétition, l'esprit de compétition, non, pas du tout. Biologiquement, nous avons la même constitution biologique que notre espèce à ses débuts. Donc, de quelle compétition nous avons besoin? Quelle est la compétition qui existe entre les hommes? C'est une compétition pour la reconnaissance. C'est une compétition pour la reconnaissance sociale. C'est une compétition pour exister par rapport à autrui. Nous avons beaucoup de mal à supporter d'être le dernier plutôt que le premier, parce que c'est une déchéance dans la reconnaissance. Donc, c'est une compétition pour la reconnaissance. Maintenant, dites, je prends un exemple très concret, élevez et dites à des enfants, moi c'est comme ça que j'ai été élevé quand j'étais à l'école, Hervé sans doute aussi, que quand on a très bien travaillé et que la maîtresse est contente, elle vous récompense par un sourire ou une image. Et toute votre vie, vous vous battrez pour être performant, pour être efficace, pour vous défoncer, pour faire, etc. En échange de quoi? En échange d'une médaille ou d'un sourire. Parce que la société vous dira, c'est comme ça qu'on manifeste la reconnaissance de la société. Maintenant, si la maîtresse dit, à chaque fois que vous avez une bonne note, que vous avez été le premier, je vous file 2 € ou 10 €, eh bien, vous allez faire une population, une génération de tueurs qui s'entretueront les uns les autres pour accumuler du fric. Donc ne nous prenons pas sur ce qu'est la compétition humaine. Cette compétition-là, cette compétition humaine pour la reconnaissance, pour être reconnu par autrui, parce qu'on est bien, parce qu'on a fait de bien, etc., est une excellente compétition quand elle est dans un cadre social, justement, qui la régule, qui la limite, en sorte qu'elle vienne s'harmoniser avec notre désir de coopération. C'est qu'elle participe au fait que nous vivons ensemble et que nous faisons des choses ensemble. Lorenzi et Castro réagissent. C'est bien que vous soyez à côté de moi, comme ça, voilà, je vous ferai au pop-up. Jean-Hervé Lorenzi et Roland Castro, peut-être justement une réaction et pour aller plus loin sur cette thématique passionnante. Pas du tout. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques, mais je voudrais intervenir autrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette société que tu as bien décrite ne trouve pas, et vous l'avez dit tout à l'heure, ne trouve pas finalement de capacité à transformer ou à faire évoluer le rapport entre la compétition et les individus, qui je crois est inévitable, et au fond une société plus humaine. La coopération, c'est quand même l'idée qu'une définition. Quand on reprend ça très rapidement, le 19e siècle, c'était quand même pas top. C'est quand même le siècle le plus terrible de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le 20e siècle, il y a eu beaucoup de guerres, l'histoire humaine est quand même pas très facile, et on crée finalement une social-démocratie qui va, au fond, essayer de rassurer les individus. Et moi, je crois que la compétition et la coopération, ça ne fonctionne, une société, ça ne fonctionne que quand les gens sont, d'une certaine manière, relativement rassurés. C'est-à-dire que la vie n'est pas, ils n'ont pas le sentiment jour après jour que leur vie est en danger. Là-dessus, le système s'épuise un peu, et en fait, il y a, début des années 80, une tentative, qui est la tentative britannique, c'est celle j'ai demandé le nom tout à l'heure, mais d'Anthony Giddens et de Tony Blair, qui est celle de dire on va essayer de retrouver un nouvel équilibre, parce que c'est quand même ça, politiquement, on essaie de trouver une solution, en essayant de redonner un peu plus de compétition, c'est plus de dynamisme, ce qu'on croit, à tort ou à raison, plus de dynamisme à une société, tout en faisant qu'on n'est pas dans une société qui est vécue exclusivement comme une sorte de bagarre entre les êtres humains qui finalement est en plus extrêmement peu productive. Et quand on regarde bien ce qui s'est passé, le système de la troisième voie de Tony Blair, ça n'a pas marché. Donc c'est au fond un échec. On est en pleine crise. On est dans une crise qui n'est pas prête de se terminer.
Le véritable défi que nous avons posé à travers cette question, dont je précise, cher ami, qu'elle est excellente, cette question. Je n'aurais même pas pu l'imaginer, tellement elle est bonne. La question, c'est d'essayer de trouver un équilibre politique qui permette de retrouver finalement, au fond, ce glissement entre le mot compétition et compétitivité, cette capacité finalement de produire de la richesse, tout en faisant que cette société soit, au fond, plus humaine. Enfin, moi, je le mets dans des mots que je comprends. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de modèle qui permette de penser le système. Le système Blair est mort. Le système que nous sommes en train de développer dans notre pays n'est à l'évidence pas, en tout cas, ne suscite pas l'enthousiasme, donc il y a un problème. Donc il faut, au fond, qu'on retrouve dans cette social-démocratie, si je prends l'Europe et la France, cette social-démocratie qui est un dispositif qui est quand même un progrès. C'est là où on a fait un énorme progrès, parce que les gens sont protégés d'un certain nombre de risques, qu'on arrive à redonner finalement une espèce d'équilibre entre les deux termes que vous employez. Moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas comment on fait. Je ne vois pas de gens qui pensent ce sujet de manière positive. Roland Castro, je vous ai entendu réagir justement à ce sujet quand Jacques Généreux intervenait tout à l'heure. Un petit mot sur votre réaction. Non, tout à l'heure, c'est pour dire à Jacques Généreux que il oublie la différence des sexes dans sa description de la société. C'est quand même une histoire de fou qui a provoqué, qui a inventé les monothéismes. Enfin, c'est très intéressant la question de la question de pardonnez-moi, mais comme ça tourne à la psychanalyse. La manière de parler de tout ça, c'est quand même de dire que c'est effectivement pas le pognon. La parade devant l'autre sexe, c'est pas le pognon. Heureusement d'ailleurs. Enfin, les guerres, plein de trucs, c'est aussi lié à la différence des sexes. Enfin, je parle pas du... Alors aujourd'hui, il faut bien préciser, quand je parle du sexué, oui, c'est pas le sexuel. Enfin bref, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc la base de la compétition, elle est là. C'est, tu vois, Lacan, il vous dirait ça. Hein, c'est la différence. Oui. La différence. Alors celle-là, qu'après... elles prennent la forme de l'argent, oui, on peut dire ça, mais enfin, de toute façon, je sais pas, si on est en ce moment dans de la discussion française, il y a une question qu'on ne pose pas, c'est quand même qu'on est le pays le plus déprimé du monde. Or, pourtant, en matière de coopération, comme on dit, le problème de la résistance, grosso modo, il est encore toujours là. Donc, on est un des pays dans lequel l'idée de solidarité est construite, automatique. Il y a des utopies concrètes qui ont été faites. Payer les gens à rien foutre, ça s'appelle les congés payés, ça s'est fait. Ben, tout ça, c'est... Donc, c'est pas que le pognon. Bon. Et donc, ça, on a ce socle-là. Et pourtant, on ne va pas du tout. Pourtant, on ne va pas bien. Moi je m'excuse, puisqu'il y a des jeunes gens qui... Je croyais que vous nous posiez des questions. Ils vont y arriver maintenant. Je vais vous demander de nous en poser. C'est ça. Moi, je trouve que là, il y a quand même une singularité française autour d'une dépression extrêmement intéressante. Laquelle ? Je pense que l'Espagne se tient vachement plus mieux que nous, malgré les chiffres, machin truc, parce qu'il y a encore de l'Espagne. Voilà, il y a encore de l'Espagne et de la famille espagnole. Je pense que l'Italie s'en sort 15 fois mieux que nous, et que nous, il y a un truc. Et le truc, me semble-t-il, dans notre pays, dans notre malheureux pays... C'est quoi ? La question des élites. On est un pays de gens extrêmement intelligents, dans lequel chacun se démerde. Le code civil a tout réglé ça, Napoléon a tout compris, et les mecs, si jamais l'arbre dépasse, alors que le tronc est chez toi, tu coupes. Et c'est bien fermé. Et ils sont pas cons. C'est le seul pays qui avance de la monnaie quand tu rembourses la monnaie. Tu fais ça dans d'autres pays, les mecs, tu promets que si t'arrives, tu rajoutes des trucs, alors que tu as une pièce, là. On est mal. Ouais, c'est un pays, on trouve à manger. Il y en a plein qui ne font pas la résistance, mais ils trouvent à manger. Bon. C'est une histoire comme ça, des gens très intelligents. Mais il leur faut des représentations. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il leur faut des élites. Ils savent qu'il y a eu Rimbaud, ils n'ont pas forcément lu. Ils savent qu'il y a eu De Gaulle, ils n'ont pas forcément lu non plus, ni vu. Ils savent qu'il y a eu Napoléon, ils savent qu'il y a eu Louis XIV, ils savent qu'il y a eu Molière, ils savent des tas de trucs, ils savent qu'il y a eu Mendès France. Et en ce moment, ils savent qu'il y a eu... Albert Camus, journaliste. Et en ce moment, ils ont quoi ? Michel Sardou. Voilà, ils ont quoi ? Alors on cherche
le 14e de Georges Mandel à droite, cherche 13e de Mendes France à gauche. On n'a rien à foutre là-dedans du point de vue de la représentation. Rien qui nous... Et ça, c'est un malheur dans ce pays, parce que du coup, ça se barre en couille. Parce que chacun y va de sa petite histoire, chacun engueule son voisin. Le mec, il est en moto. Pourquoi il est en moto maintenant, le mec ? Le mec, il est en moto parce que comme ça, il me donne des coups de pied à moi dans ma bagnole, vu que je conduis très mal, je le reconnais, et que sur le périph', c'est un festival. Je me fais des coups de pied au cul toute la journée, mais en moto, c'est rigolo. Bon, donc, et l'autre, pourquoi il va en vélo ? La moitié des gens qui vont en vélo, c'est pour m'insulter en bagnole. C'est pas du tout parce qu'ils aiment le vélo. Pourquoi ? Alors pourquoi, maintenant qu'il y a la crise, les permis de construire reculent dans leur instruction ? Parce que, quelle chance, en plus on est en crise, moi j'ai mon boulot à la mairie, et ben je vais trouver un truc pour le retarder. Voilà. Et tout ça parce qu'il n'y a pas de représentation. Et dans une malheureuse 5e République, totalement au bout du rouleau, qui avait déjà un petit nerveux, pas complètement mature, et qui maintenant a... Je trouve que c'est très joli de laisser un silence. C'est pas mal. Mais il s'attend au pire, en fait. Bon, et donc cette question-là, c'est pour ça que moi j'ai 2 économistes là-bas. Oui. Et moi, la question que j'ai envie de leur poser, je pense qu'il n'y a pas de question économique. Je pense qu'il n'y a que des questions idéologiques, qu'il y a des questions de morale, voilà, il y a des questions économiques, évidemment, bien sûr. Mais enfin, si dans ma propre vie, d'ailleurs, j'avais eu la réduction des déficits comme objectif, mais je n'aurais absolument jamais été architecte, bouger mon cul, etc. Voilà. Roland Castro. Répondez sur un point, mais rapidement en appuyant sur le bouton rouge. Oui, non, mais justement, on y va, mais comme vous levez la main, mais en un mot, Jacques Généreux. Non, juste pour dire, parce que je suis d'accord avec ce qu'a décrit Jean-Hervé Lorenzi tout à l'heure, sur le fait qu'il y a eu un moment qu'on a appelé les 30 Glorieuses, le mot n'était pas très heureux, mais peu importe, où en effet on avait commencé de reprendre le chemin de ce que j'appelle le progrès humain. Ce n'était pas une société idéale, vous voyez, ce n'était pas la meilleure des sociétés, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait commencé, à cause de la grande horreur qu'avait été le capitalisme débridé d'avant, justement, et la guerre, et le nazisme, etc., on avait commencé de trouver des compromis et des conciliations entre compétition, coopération, État, marché, nation internationale, etc., entre les logiques de coopération et de compétition. Or, c'est tous ces compromis-là qui ont été détruits et qui se sont retournés depuis 30 ans. Donc il ne faut pas dire qu'on ne sait pas comment penser cet équilibre. On sait très bien comment le penser. Simplement, le boulot qu'on n'a pas achevé pendant les 30 Glorieuses, parce qu'on n'avait pas anticipé ce qui allait se passer, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus un espace qui s'appelle la nation dans lequel on peut faire vivre la démocratie, c'est-à-dire dans le cadre duquel on peut faire passer des compromis sociaux. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans ? C'est qu'on a utilisé la technique du libre-échange et surtout de la libre circulation de l'argent et des capitaux pour mettre en compétition les territoires. Et c'est cette compétition généralisée qui a détruit la capacité de passer à nouveau et de maintenir ces compromis sociaux. Lorenzi réagit. L'autre voie, on la connaît, et si tu ne connais pas les gens qui les pensent, tu devrais me lire davantage, parce que, je suis désolé, il y a des gens qui pensent cette autre voie, et qui est écrite et qui est décrite. Okay. Jean-Hervé Lorenzi. Peut-être 2 remarques. L'une pour Roland. Le déclinisme français, c'est une maladie très particulière qui date. Les plus belles pages sur le déclinisme, c'est Chateaubriand. Donc, si tu veux, ça ne date pas uniquement des systèmes de représentation d'aujourd'hui. Deuxième sujet, sur coopération, parce qu'il faut quand même qu'on progresse. Ça m'arrangerait, oui. Donc, la vraie discussion, c'est de savoir si compétition, et qu'aujourd'hui, dans des sociétés comme la nôtre, elle se fait essentiellement sur les groupes sociaux ou elle se fait essentiellement sur les générations. Ma conviction de fond, c'est que, comme toujours, au fond, les problèmes de démographie sont clés. La société française ne bougera que si elle arrive à reposer le problème au fond, des conflits entre les générations. Ce qui est extraordinaire, vous êtes tous les 3 des jeunes, la grande muette aujourd'hui de la société française, c'est la jeunesse. Personne, on apprend juste par les journaux que 50% veulent aller travailler ailleurs, vivre ailleurs, etc. On ne sait pas du tout ce que pensent. Alors on sait ce que pensent toutes les catégories sociales, on ne sait pas ce que pensent, ce que nous appelons
la génération sacrifiée, c'est Oui. nous, et on ne sait pas. Donc la vraie manière, au fond, me semble-t-il, moi j'essaie de trouver une solution dans cette affaire, de relancer ce nouvel équilibre, ou de trouver ce nouvel équilibre coopération, compétition, c'est en réalité d'essayer de prendre le prisme des conflits naturels qui existent entre générations. Et très franchement, le principal conflit de notre société, c'est celui des 25% de chômeurs de jeunes. Oui. Gervais Lorenzi, juste, vous allez prendre la parole et le panel d'étudiants, évidemment, qui a préparé, mais tous les autres. Focus très rapide, parce qu'on ne l'a pas évoqué, et ça fait partie de toutes les questions que les étudiants se posaient en conférence de rédaction sur cet esprit de compétition, de compétitivité que créerait le monde de l'entreprise et qui ne nous pousserait pas à plus de coopération, mais un peu plus du chacun pour soi, dans la réussite, dans l'ascension sociale, etc. Absatou, un petit mot là-dessus, vous, dans le monde de l'entreprise, en tant que chef d'entreprise, sur ces questions que se posent les étudiants, légitimes ou pas, sur ce monde-là, le monde du boulot. Non, moi ce que je pense, c'est que dans le monde de l'entreprise, il y a clairement ce lien qui se fait entre compétition et coopération. Mais j'ai pas la sensation, ou alors moi je suis un peu paumée parce qu'effectivement je trouve que dans tous ces débats c'est toujours trop intellectualisé. Le micro. Tout ce qui est dit est compris par les gens qui parlent comme vous, qui comprennent comme vous, sauf que la majeure partie de la population aujourd'hui, elle veut des choses juste concrètes. Donc on a beau philosopher, on a beau réfléchir, moi je pense qu'il y a une chose sur laquelle on peut constater, c'est l'action. Donc il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui agissent effectivement. Donc je ne veux pas dire que vous n'agissez pas du tout ou quoi que ce soit, mais simplement dire que quand on est en entreprise, quand on est dans une société, quand on est dans une équipe de foot, la compétition, elle naît forcément de la coopération. Il faut trouver quelqu'un avec qui s'entraîner, il faut trouver une entreprise à laquelle se comparer. Donc, il faut coopérer, il faut trouver. Moi, je vois dans le développement de mes produits, quand je veux un produit, il faut que mes consommateurs coopèrent avec moi pour que je comprenne ce qu'ils veulent. Il faut que les autres entreprises coopèrent avec moi parce que le progrès se fait toujours dans un esprit de compétition, donc par rapport à une autre entreprise, par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, dans le monde de l'entreprise, c'est même pas pour moi une question qu'on se pose. La coopération et la compétitivité, la coopération et la compétition vont forcément ensemble. Les questions, les étudiants d'abord, et puis ensuite je prends la salle. Madame, messieurs, allez-y, je vous en prie. Vous appuyez sur le bouton rouge et je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, prenez bien le micro juste devant vous, comme ça vous allez parler dedans. La salle est bien remplie, on entend mal. Merci. Bonjour, donc Tressia, je suis étudiante à Sciences Po Ex. J'ai une première question justement pour vous, Absatoussi. Vous avez lancé un super projet qui s'appelle 100 femmes ont décidé de changer de vie. Donc là, vous proposiez des franchises à taux, voilà. Ça n'a pas fonctionné, vous avez arrêté le projet, vous avez perdu beaucoup d'argent. Est-ce que vous croyez toujours aux initiatives solidaires? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, d'autres modèles comme les business angels sont une solution Alors, c'est quoi le projet dont mademoiselle nous parle? Alors, c'est un programme que j'ai lancé en 2011 qui consistait simplement, je me suis réveillée un matin, je me suis dit je vais rendre à la société ce qu'elle m'a donné. J'avais une entreprise qui s'était plutôt pas mal développée, j'avais un peu de trésorerie et j'ai voulu prendre des femmes qui venaient du même parcours scolaire que moi, du même milieu, ou en tout cas qui avaient une volonté, celle de changer leur vie, parce qu'un entrepreneur n'est pas forcément quelqu'un qui crée une boîte, ça peut être aussi quelqu'un qui a juste envie de changer sa vie. C'est le cas de mon père qui a voulu changer sa vie en venant en France, etc. Et donc j'ai décidé d'accompagner ces femmes en les formant, en leur finançant un projet, mais en allant aussi, et c'est là où est la coopération aussi, en allant regarder tous les éléments du business plan et en disant ok, il faut une assurance pour lancer son salon de beauté. J'ai été voir AXA qui m'a offert 100 assurances gratuites. Il faut des produits pour démarrer. J'ai été voir un grand groupe de cosmétiques qui m'a offert tous les produits pour démarrer. Et en très peu de temps, comme ça, en un mois et demi, on avait levé 10 millions d'euros d'aide solidaire comme ça. Et on s'est dit, en fait, AXA m'offre les coûts d'acquisition du client, L'Oréal m'offre des produits, mais pour aller chercher leurs clients, ils dépensent aussi de l'argent. Donc là, on va rester leurs clients. Donc c'est une façon de faire qui était intéressante. Et je pense encore aujourd'hui. Et pourquoi ça n'a pas marché, nous dit mademoiselle? Oui, aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais je pense que ça peut marcher. Je pense que la fin de ce projet est un constat de mon propre échec. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai confondu assistanat et accompagnement. Une société que l'on accompagne est une société qui grandit et qui évolue. Une société que l'on assiste ne progressera jamais. C'est exactement ce qu'on est en train de créer aujourd'hui en France. Et
dans cet accompagnement que j'aurais dû apporter à ces filles, je vais parler crûment. Moi, j'ai mangé beaucoup de pain sec avant de goûter au caviar. J'ai galéré. Et là, le fait de tout offrir sur un plateau sans lutter, sans se battre, sans réfléchir à comment je fais pour aller chercher les choses dont j'ai besoin, a créé l'assistanat. La frontière entre l'accompagnement et l'assistanat, elle est très, 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 très fine, très, très faible. Et j'ai basculé vraiment sur l'assistanat. Et la raison pour laquelle ça a échoué, c'est que ces femmes qui auraient dû se battre pour accomplir leurs rêves, entreprendre pour changer leur vie, décider elles-mêmes de leur propre destin, se sont retrouvées avec une sorte de mère de famille qui les accompagnait sur toutes les difficultés qu'elles avaient. Et à chaque problème, elles avaient une solution qui se présentait à elles. Et tout ce que je dis là, on peut le transvaser à ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Et j'ai appris beaucoup de choses dans ce projet. Dans l'échec aussi. Dans l'échec, mais l'échec est quelque chose qui est perçu comme quelque chose de très négatif en France. Dans les pays anglo-saxons, ils vous recruteront quelqu'un qui a vécu l'échec. Pourquoi? Parce que l'échec nous construit, l'échec nous apprend et on est obligé de passer par là pour progresser. Autre question. Merci mademoiselle pour la première question. Mademoiselle ou messieurs, allez-y. Alors, approchez bien le micro, s'il vous plaît, de vous, tirez sur le câble et voilà. Comme ça, on vous entendra bien. Je vous invite à vous présenter, jeune homme. Oui, bonjour, Artemis Lamouzy de l'École Centrale. École Centrale, allez-y. Donc, je voulais revenir un peu sur ce que vous aviez commencé votre discussion. Mettez le micro devant la bouche, lisez pas les fiches, on est en discussion, allez-y. De l'esprit de compétition. L'esprit de compétition est nécessaire pour plusieurs choses. Il peut être très efficace en termes économiques, mais il remplace aussi quelque chose de plus profond, quelque chose de plus psychologique, de plus intérieur, qui est quelque chose, la guerre ou la mort ou l'affrontement. Est-ce que vous pensez que dans la compétition économique, il y a une partie qui est complètement irrationnelle? C'est-à-dire que c'est pas seulement, on n'a pas mis de la compétition pour améliorer des processus ou pour une certaine efficacité, mais qu'il y a vraiment, on va dire, ce qui était avant la guerre a été déplacé dans la guerre économique et permet d'une certaine manière, est-ce que c'est le prix pour avoir la paix? Est-ce que pour avoir de la paix en termes militaires, on doit avoir une guerre économique ou est-ce qu'on peut vraiment se passer de guerre? Vous avez 4 heures pour répondre, allez-y. Qui répond? Jean-Hervé Lorenzi et Jacques Généreux, peut-être, je ne sais pas, allez-y. On a la guerre économique, et c'est pas impossible qu'on ait un jour la guerre tout court. Elle existe aujourd'hui. Le monde, il y a des tas d'endroits où il y a des guerres qui sont des. Donc, au fond, moi je pense que l'histoire humaine est une histoire qui n'est pas facile. Elle a un caractère tragique. Donc, c'est pour ça que j'avais cette réaction au début sur cette idée qu'il y avait un progrès de l'humanité. En réalité, quand on regarde le siècle précédent, on peut avoir des doutes sur la capacité des êtres humains à bâtir un projet collectif qui soit satisfaisant. La guerre économique, elle est aujourd'hui massive. On peut dire que la période que nous sommes en train de vivre, c'est d'abord et avant tout une période qui est une période de transfert d'activité. Donc c'est bien de la guerre dont il s'agit, ou pas de la guerre, c'est en tout cas des événements qui sont des événements dont l'impact sur les gens est très important, avec des victimes qui ne sont pas des victimes, qui ne sont pas morts, mais la mondialisation, ça, beaucoup le défendent, mais ça a des victimes qui sont évidentes, c'est les travailleurs non qualifiés des pays développés. Donc tout ça est au fond, j'allais dire, le quotidien que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec au fond, ces difficultés que les pays européens et les États-Unis ont de revenir à un problème tout simplement d'équilibre de leur marché du travail. Est-ce que pour autant il faut refuser, parce que ce que vous avez dit, madame, c'est très intéressant, quand vous avez fait votre distinguo entre l'assistanat et l'aide, est-ce qu'il faut revenir, l'accompagnement, l'accompagnement est un mot plus fort, est-ce qu'il faut pour autant, au fond, rejeter ce que sont, c'est des choses directes, au fond des règles de marché, c'est-à-dire l'idée que les individus rentrent sur un marché du travail, qu'ils sont confrontés à des difficultés, qu'ils sont stimulés par ces difficultés, c'est en fait un saut, j'allais dire, épistémologique, qui est très difficile à réaliser. Moi, je crois qu'une société, au fond, telle qu'elle a été imaginée en 1917, dont on a vu comment elle s'est terminée, montrer les limites de l'idée que l'individu ne peut pas s'exprimer aussi à travers sa capacité de montrer ses propres talents sur un marché. Le vrai sujet, c'est marché ou pas marché.
Moi, je pense qu'il faut marcher régulé, il faut des règles extrêmement strictes. Les 30 ans ou 20 ans que nous venons de vivre sont des années terrifiantes d'éclatement des inégalités, mais ça n'est pas contradictoire avec l'idée de marché. On peut dire, comme on le disait dans ma jeunesse, on est pour une économie de marché, mais le rapport entre le salaire le plus faible et le salaire le plus élevé peut être, si on est de gauche, de 50 ou 40 et de droite 70. Mais on est dans des univers qui ne sont pas ce que nous vivons aujourd'hui et qui créent en réalité des sortes d'explosions sociales qui seront, je ne sais pas si ce sera des substitutions à des guerres réelles, mais je ne suis pas sûr que ce soit très éloigné. Jean-Hervé, juste rapidement. Jacques Généreux, pour qu'on puisse prendre vraiment d'autres questions. Je ne doute pas qu'il y en aura beaucoup dans la salle. Réponse courte, s'il vous plaît. La question est très bonne parce qu'elle pose la question finalement, mais du pourquoi la guerre économique. Autrement dit, quelle est sa fonction? Parce qu'on n'a pas toujours été dans un état aussi exacerbé de guerre économique. De compétition économique. En raison du fait du développement des moyens de communication, de transport, du fait que désormais l'argent il circule en quelques nanosecondes par des clics électroniques et que quand vous vouliez faire circuler des capitaux il y a 100 ans, c'était autrement plus compliqué. Le colonialisme, ça existait, mon cher Jacques. Mais le colonialisme, c'est de la guerre tout court, hein, c'est pas de la guerre économique. Non. Quand tu supprimes les Indiennes, tu empêches l'Inde de produire son textile, c'est de la guerre économique au sens strict. C'est un des instruments de la guerre pure et simple, qui est de domination de peuples étrangers. Donc, la guerre économique qui est instituée depuis les années 80, à travers la montée du libre-échange généralisé et la liberté totale donnée à la finance et la libre circulation des capitaux, remplit une fonction qui n'est absolument pas d'assurer la paix, mais qui est d'assurer l'avantage et le pouvoir d'une oligarchie dominante dans toutes les sociétés occidentales avancées, en les mettant à l'abri justement des possibilités démocratiques qu'il y a par la loi, par la réglementation dans une communauté politique, d'établir les compromis nécessaires. Tous les compromis qui avaient commencé d'être établis après la guerre. À partir du moment où aujourd'hui la décision de licencier des gens ici, elle est prise par des conseils d'administration qui sont à 1000 km d'ici, qui se fichent pas mal de vos compromis politiques localement et que vous n'avez aucun pouvoir d'action, vous pouvez toujours établir vous vos règles pour vivre ensemble. Quand vous avez une bonne partie de votre activité qui dépend de décisions que vous ne maîtrisez pas, de flux financiers que vous ne maîtrisez pas, vous perdez une bonne partie de la capacité d'agir. Et donc la fonction de la guerre économique, la mise en compétition, je le disais tout à l'heure, généralisée des territoires, a été installée pour briser toutes les résistances nationales et pour briser la capacité des individus à passer des compromis entre eux. Donc, quand on dit que faire, il y a un préalable indispensable qui est de réfléchir à ce qu'est une relation saine d'équilibre de coopération-compétition entre les nations, c'est-à-dire qui rétablissent la capacité pour des communautés politiques nationales de choisir leur système fiscal, de choisir leur système de protection sociale sans être en permanence sous la menace de diktats de marché financiers. Donc c'est un retour à une forme de protection, non pas nationaliste, mais de protection internationale. Penser autrement les rapports de compétition économique, la circulation de l'argent, de manière à ce que chaque communauté politique démocratique retrouve la capacité de passer des compromis. Et à ce moment-là, si nous voulons ici changer l'équilibre, nous le changerons. Si on veut faire différemment ailleurs, on pourra le faire, au lieu d'être tous sous la coupe d'un même modèle. Alors, hop, non, monsieur, je donnerai la parole tout à l'heure, vous inquiétez pas. Le hop fonctionne. Absatou, juste une petite réaction rapide et d'autres questions. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Micro. Ah oui. Bouton. Tout à l'heure, vous avez parlé de la compétition économique. Donc, moi, je comprends plus la compétition économique plutôt que la guerre économique. On a tendance à la voir d'un point de vue négatif. Pour moi, une société où il n'y a plus de compétition est une société qui n'évolue plus, qui se bat plus, qui progresse plus. Donc, la compétition, c'est aussi quelque chose de très positif. Je ne parle pas d'une guerre économique, je parle d'une compétition économique. Elle est indispensable à nos sociétés aujourd'hui, seulement elle doit se faire dans la morale. Voilà, et dans le respect, justement, des marchés qu'on tente de conquérir. Autre question que vous auriez peut-être envie de poser, jeune homme. Vous êtes le 3e étudiant de ce panel. Je vous invite à vous présenter et vous venez de Paris-Dauphine. Oui, exact. Bonjour, je m'appelle Alain Thor, je suis de l'Université Paris-Dauphine.
Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est vers un meilleur équilibre entre coopération et compétition. Et je suis assez étonné qu'on n'aborde pas du tout la question de l'économie sociale et solidaire, qui est pourtant... Nous n'avons pas encore eu le temps de le faire et vous faites bien de leur poser la question. Vous êtes là pour ça? C'est l'occasion de l'aborder. Exactement, régalez-vous. Votre question. C'est dommage, parce que c'est un modèle qui permet de trouver un assez bon équilibre entre les deux. Et est-ce que vous pensez que ce type de modèle, l'économie sociale et solidaire, que ce soit les coopératives, les mutuelles, etc., ça peut être l'avenir de l'entreprise ou l'avenir de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça peut être généralisé à l'ensemble de l'économie, en fait? Économie sociale et solidaire, je me tournais vers Roland Castron pour voir s'il souhaite aussi intervenir là-dessus. Ce modèle-là, et puis je vous entends réagir, évidemment, vous direz un mot, en effet, pour répondre à ce jeune homme, bien sûr. bien non, me dit-il. Roland Castron, allez-y. Et ensuite, j'ai vu évidemment les gens qui souhaitent prendre la parole dans la salle. Ouais, bien sûr, il y a des formes d'économie qui ne sont pas obsessionnelles de l'argent. Enfin, moi aussi, je suis chef d'entreprise. Moi, je recherche plutôt la gloire. L'architecte, ça recherche plutôt la gloire. Si tu veux du pognon, tu fais promoteur. Bon, donc voilà. Donc l'économie sociale et solidaire, ça existe évidemment, c'est même rentable. Enfin, moi, les bâtiments que je construis ont été faits par la plus grande coop, la société, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, coopérative ouvrière. Oui. Voilà. Ils ont terminé un mois avant, c'est vachement bien fait, donc il n'y a pas de problème. Donc le problème de la solidarité, enfin je ne sais pas comment dire, mettre tout dans le même truc, c'est pas très bonne idée, je trouve. Voilà. Chercher le truc économique qui ferait que ça marcherait socialement, c'est pas suffisant. Moi, par exemple, je trouve qu'il y a des grandes règles sociales générales autour de la solidarité. Il y a un truc qui a été perdu dans notre pays, c'est le service militaire. Il y aurait un service civique garçon-fille à 18 ans, il y aurait une obligation, pas un truc comme Martin Hirsch, c'est-à-dire bénévole, bon, un machin obligatoire. Il y aurait la question après dans l'entreprise qu'il faille être sympa avec les employés. Et depuis, le dernier mec qui était vraiment pas sympa, il s'appelait Berco, c'était le salopard de Citroën, lui c'est un vrai salopard, Citroën 68, où des copains sont établis dans l'usine, où là, tu avais un Yougoslave, un Normand, un Bénin et un Polonais qui ne puissent même pas se parler, la chaîne. Là, Berco, il s'appelait. Bon. Ça fait assez longtemps, me semble-t-il, que les entrepreneurs ont compris que c'était même pas rentable. C'est idiot, même, de ne pas être solidaire. Donc, qu'on puisse faire des formes d'économie coopérative, sûrement. La question de l'incarnation est quand même une question. Ce que j'en connais, moi, c'est quand même... Bon, effectivement, dans l'imaginaire, tout le monde, c'est Albi, c'est Jaurès, tout ça. Ça pourrait, en effet, être une des formes formidables. Bon. Mais néanmoins, y compris dans cette forme-là, il y en a 50 au début et ils sont coopératifs. Et puis, ils veulent passer à 100 et ils se prennent des employés. Roland, un petit mot. Alors, j'ai vu Absatoussi que vous avez énervé à côté. C'est bien qu'elle le fasse au micro si vous me l'avez énervé. Elle me dit, je ne suis pas du tout d'accord. Non, il ne m'énerve jamais. Ah. Non, simplement, l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est un fondamental de notre société. Ça me rappelle quand ma mère me racontait en Afrique l'histoire des tontines. Vous savez, elles étaient 10 femmes autour d'une table et à un moment, elles avaient juste envie de faire quelque chose de leur vie. Et chacune mettait 10 francs. Et à la fin, ça faisait 100 francs. Et elles partaient acheter au marché des tissus. Elles créaient des robes avec ces tissus. Et ensuite, elles en faisaient un vrai business. L'économie sociale et solidaire,
il faut qu'elle soit dans notre société, bien sûr. Ça a été repris, industrialisé, et on voit que ça marche pas mal aujourd'hui avec tous les systèmes de microfinance, etc. Mais l'économie sociale et solidaire, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, ça évite justement de passer par l'assistanat. On voit beaucoup de pays en difficulté, on arrive et on dit qu'on va arroser d'argent et on va donner de l'argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vaut mieux aller donner de l'argent pour une cause utile, c'est-à-dire via ce même principe peut-être des tontines ou autrement, et faire en sorte de créer une économie qui part des gens et qui ont envie du coup de la faire progresser, d'en faire quelque chose, bien entendu, tous ces systèmes économiques qui oublient effectivement qu'on peut faire de l'économie sociale et solidaire. Jacques Généreux m'a promis en 2 mots de vous répondre, jeune homme, et d'autres questions dans la salle cette fois. Alors d'abord, il y a 2 économies sociales et solidaires. Il y a celle dont on parle habituellement, mais on parle d'entreprise sociale et solidaire. Attention de ne pas tomber dans le travers qui consisterait à dire qu'il est utile et important de développer un secteur coopératif, mutualiste, etc., qui repose sur d'autres bases que celles du capitalisme. Et donc on aurait une économie sociale et solidaire d'un côté, et puis de l'autre côté, on aurait une économie antisociale et antisolidaire. Alors ce n'est absolument pas, évidemment, la vision que moi j'ai. Donc il faut distinguer les 2 sujets. En effet, moi je suis anticapitaliste. Donc, je parle comme idéal. Je pense que la bonne façon d'organiser la vie économique des entreprises, ça n'est pas le capitalisme au sens strict, entendons bien ce qu'on ne dit pas là. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des entreprises privées, des investisseurs privés qui mettent des capitaux dans une entreprise. Pour moi, ce n'est pas ça le cœur du capitalisme. Le cœur du capitalisme nocif, c'est quoi? C'est le fait qu'on donne tout pouvoir à des acteurs qui, parce qu'ils ont les capitaux, comme on dit, les moyens de production, alors ils ont tout pouvoir sur la gestion de l'entreprise, sur sa stratégie, sur les fermetures, les ouvertures d'établissements, sur la vie des travailleurs, etc. Ça, c'est le capitalisme. C'est le pouvoir donné à quelqu'un ou à des groupes ou à une oligarchie parce qu'ils ont l'argent. Ça, je suis absolument contre ce capitalisme-là. Il doit être aboli. Le bon moyen, c'est en effet de favoriser et d'encourager le développement de formes alternatives d'entreprises, où ce sont des acteurs et entrepreneurs, finalement, qui décident ensemble des règles de gestion, de partage, etc. Mais c'est aussi dans les autres entreprises, celles qui ne fonctionnent pas encore selon ces normes. Je ne suis pas pour qu'on les ferme et pour qu'on les internise. On est absolument opposé à toute forme de dictature, d'un prolétariat, de toute violence sur la société. Moi, je suis pour une économie plurielle, où on laisse la plus grande liberté aux êtres humains d'imaginer les formes d'association et de coopération qu'ils mettent en œuvre pour faire entreprise, à une seule condition, c'est que dans aucune de ces formes, y compris la forme qui ressemble le plus à la forme de la firme capitaliste aujourd'hui, que dans aucune de ces formes, il y ait un pouvoir absolu qui soit donné à celui qui détient le capital. Alors oui, à des entreprises capitalistes, entre guillemets, d'un nouveau genre, où il y a des gens qui détiennent le capital, mais qui doivent partager le pouvoir de décision avec les salariés, avec les acteurs des collectivités publiques et territoriales sur lesquelles ils sont installés, qui leur apportent les infrastructures, l'éducation des salariés, etc. Quel sage venant sur Terre, à qui on demanderait comment on doit organiser une activité de coopération entre les hommes, dirait « il faut donner tout le pouvoir à celui qui fait le travail », ou dirait « il faut donner tout le pouvoir au maire ou au politique qui tient le territoire », ou qui dirait il faut donner tout le pouvoir à celui qui a du fric. Mettez du fric au milieu d'un terrain, ça ne fera pas une entreprise. Mettez des travailleurs sans moyens, sans argent, ça ne fera pas une entreprise. Et mettez des pouvoirs politiques, des collectivités territoriales sans gens qui veulent travailler et sans investisseurs, vous n'aurez pas d'entreprise. L'entreprise, c'est la réunion de tout ça. Et donc le partage doit être aussi un partage du pouvoir de décision. C'est ça la nouvelle économie, la 4e voie. Merci Jacques Généreux. J'ai vu d'autres questions dans la salle. S'il s'engage à faire des réponses courtes, on va prendre plein de questions. Ce que je vous invite à faire, les intervenants, vous allez noter les questions qui arrivent, on va en prendre 4 ou 5. Vous allez me répondre à 4 ou 5 et vous ferez une réponse globale. Et puis, plus vous répondrez de manière courte, plus on prendra de questions. C'est parti. Madame, bonjour. Vous appuyez sur le bouton rouge en face de votre micro, si vous l'avez. Mais vous n'avez pas de micro, vous en piquez un. Allez-y, sur l'épaule de votre voisine, etc. Mais voilà, prenez-le. Je vous invite à vous présenter. Question courte, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, bonjour, je suis Manuela, j'étais une intervenante de ce matin. Je viens de l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Donc, j'aurais 2 questions. L'une pour Madame Absatoussi et l'autre, je suis désolée, Monsieur Rossignol, pour Monsieur Jacques Généreux. Ah non, mais moi, je ne suis pas là pour m'en poser des questions. Moins on m'en pose, mieux je me porte. Mais ils vont les écrire, ils vous répondront après. Hein.
Pas de souci. Alors, pour Madame Absatoussi, parce que je fais aussi un parcours management entrepreneuriat et que j'aimerais aussi être chef d'entreprise plus tard. Donc, je voulais vous demander comment est-ce que vous gardez votre optimisme face au maras ambiant et surtout, parce que là, j'ai entendu que vous aviez investi en Afrique. Et est-ce que vous, vous sentez que, est-ce que vous avez de l'optimisme par rapport à ce marché-là? Et à Monsieur Généreux, parce que moi j'ai fait des études en économie et je voulais savoir par rapport au niveau de la compétition, est-ce que ça vaut encore la peine d'étudier l'économie comme on le faisait avant, sachant que quand on sort de ce système-là, en fait c'est des vieux modèles qu'on n'utilise pas du tout. Et après quand on sort du système éducatif, on nous demande de faire du fric. Donc voici juste mes questions. C'est bon. C'est bon, je vous confirme. Merci. J'ai vu des mains se lever. Monsieur, bonjour. Oui, tout à fait, vous, celui qui fait ça. Voilà. Prenez le micro, appuyez sur le bouton rouge. Allez-y, bonjour. Bonjour. Juste une question. Est-ce que, par rapport à l'ESS, la limite de l'ESS, ce n'est pas justement la globalisation des échanges qui empêche en fait ce type de coopération à fonctionner à l'échelle mondiale et que finalement on s'aperçoit que notamment toutes les initiatives comme les monnaies locales ou quoi ne fonctionnent qu'à l'échelle territoriale, et est-ce qu'il ne faudrait pas revenir vers des modèles de gouvernance et de prise de pouvoir politique au niveau territorial? Au niveau territorial. Très bien, je voulais remercier la sonorisation ici formidable et la qualité des micros neufs d'il y a 3 siècles. Alors, madame, bonjour, vous avez le micro, allez-y, je vous en prie. Appuyez sur le micro rouge. Parce que ça fonctionne sur le bouton rouge, le machin, voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Alexandra. Je voudrais simplement faire une remarque par rapport aux 2 mots, compétitivité et coopération. Parlez pas trop près non plus. Comme ça ? Voilà. Ok, j'ai pas l'habitude, excusez-moi. C'est pas grave. J'ai l'impression d'avoir beaucoup entendu le mot compétitivité comme étant exclusif. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis dans un système compétitif, j'exclus ou je me bats contre l'autre. Quelque chose un peu guerroyant. J'aimerais revenir sur l'exemple de Monsieur Généreux de l'école. Si je suis le premier, je reçois une image ou un bon point ou un 20 sur 20. Peut-être qu'on pourrait aussi développer, si je suis le premier, j'ai alors comme devoir de m'occuper de ceux qui sont derrière moi. Et aussi, si je suis le premier, pour stimuler la compétitivité, c'est un devoir que j'ai envers moi-même de stimuler ce que j'ai de meilleur en moi. Et si je n'arrive pas à le faire seul, alors j'ai d'autres personnes qui peuvent m'aider. Voilà, c'est ça que je voulais juste ajouter. Merci. Merci pour cette remarque. Alors, les questions de tous les côtés, je vois, pardon. Bonjour, allez-y. Je prends au hasard, ne m'envoyez pas, j'ai que 2 yeux. Madame, bonjour. Bonjour, Martine Payeur, créatrice d'entreprise aussi. Je voulais juste signaler que je trouve ça étrange qu'il n'y ait pas de représentants de l'éducation, soit des écoles alternatives, parce que la compétition et la coopération, ce sont vraiment des fondements de ces écoles-là, et que c'est dommage. Voilà. Merci de le souligner. Vous savez, madame, je vous donne juste des coulisses d'un truc, mais souvent, dans ce genre de débat, on invite 25 spécialistes, et voilà, et à l'arrivée, on n'entend rien du tout. Donc, on préfère, j'imagine, avoir beaucoup moins de personnes, tout en frustrant, évidemment, les auditeurs, parce qu'on aimerait avoir d'autres personnes. Vous n'avez rien compris à ma réponse, c'est pas grave, parce que moi non plus, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Je vais de l'autre côté. Monsieur, bonjour, vous êtes au premier rang, le micro, hop, et ensuite, réponse des intervenants, et on en reprend d'autres. Monsieur, bonjour. Bonjour, je m'appelle Patrick Katako, je suis candidat aux élections municipales de mars 2014. Bon courage. Merci beaucoup. On entend souvent parler qu'il faut un renouvellement de la classe politique. Oui. Mais actuellement, dans ma circonscription à Nandy en Seine-et-Marne, je suis confronté à des soixantenaires, à des personnes qui approchent de l'âge des octogénaires. Ils ont tout mon respect, bien évidemment. Mais comment parler de renouvellement de la classe politique dès lors qu'une personne face à eux se présente et le seul défaut qu'on a à lui reprocher, ce n'est pas son intelligence, mais c'est sa jeunesse? Alors, ne sortons pas trop du débat. Ne sortons pas trop du débat, mais on va le prendre à l'aune de la compétition et de la coopération intergénérationnelle. Alors, on peut tuer les vieux déjà, ou alors on peut faire mieux et peut-être faire une coopération un peu plus intelligente. Alors, qui répond aux questions déjà qui ont été abordées, aux thématiques, aux suggestions ça et là? Qu'est-ce que vous avez entendu, messieurs? Jacques Généreux, déjà une question s'adressait à vous, Absatou aussi. Roland? Sur la jeunesse, elle a été très applaudie, cette question, mais elle est d'une débilité profonde, hein, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Il est costaud, le gars, attention. Hein. Fabius était déjà très vieux, à 30 ans, et Premier ministre, donc restez calme. Des petits cons, l'ENA en est pleine. Oui, mais des vieux cons c'est bon.
Il y a des vieux cons aussi, Roland Castro. Hein? Il y a des vieux cons aussi, c'est ce qu'il Oui, est en train de nous il y a dire. beaucoup de vieux cons, Voilà. mais la jeunesse n'a jamais été une vertu, c'est un pas état. Ce n'est pas ce Un qu'il a dit. état. Ce n'est pas ce Monsieur qu'il a dit. Castro, ce n'est point ce Ce que n'est j'ai pas, dit. ce n'est pas ce qu'il a dit, en tout cas, c'est pas ce que j'ai compris. Il dit qu'il s'engage en politique et qu'en politique, il est confronté à des personnes qui ont 70, 80 années. Ah oui. Et que ce qu'on lui. Vous écoutez même pas. Le micro. Je n'ai pas entendu. Mais néanmoins, Alors attention, un couple est né, et je vous rappelle qu'ils sont au Petit Palais des Glaces tous les soirs à 19h en duo. Jean-Hervé Lorenzi, je vous ai vu lever la main, et Jacques Généreux, bien sûr. Je suis très en accord. Alors parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, Je suis Jean-Hervé. très en accord avec vous. Je pense que pour faire évoluer la société française, micro. le sujet, c'est aujourd'hui de faire s'exprimer la jeunesse. Or, Roland a raison de dire que la jeunesse n'est pas un gage d'intelligence ni de talent, mais il y a le même pourcentage. Le micro, Jean-Hervé. Même pourcentage de jeu de talent et d'intelligence. On peut reprocher aux jeunes d'être moins expérimentés, mais évidemment plus imaginatifs. Et c'est évident que le problème massif de la société française, c'est d'avoir beaucoup de mal à faire émerger l'opinion des moins de 30 ans. Donc c'est ça le sujet. Je suis d'accord avec vous. Là. Mais quels sont les critiques que je n'ai pas reçues à l'annonce de ma candidature dans ma circonscription depuis que je suis paru dans le Parisien? Ce qui me surprend, sincèrement, c'est le fait que ce soit gauche-droite confondu, on cesse tout le temps de dire oui, effectivement, il faut renouveler la classe politique, il faut incorporer la société civile, de très beaux discours, mais au moment de passer aux actes, il n'y a plus personne. Non, mais c'est très intéressant. Mais c'est intéressant, mais c'est frustrant. Un mot, vous voyez le bien temps. que le sujet clé, c'est une démocratie comme la nôtre. Elle est évidemment souhaitable et c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, sur la principale partie des débats, qui sont des débats de répartition entre les jeunes, les moins jeunes, etc., la majorité de fait dans le pays est une majorité plutôt âgée. Donc c'est un problème qui est très compliqué. Et s'il n'y a pas une prise de parole très vive des moins de 30 ans, on ne fera pas évoluer les sujets sur la santé, les retraites, le truc, enfin tout l'ensemble des sujets. Merci beaucoup. Jacques Généreux, Absatou, vous répondez, il y a des questions qui vous ont été adressées personnellement. Oui. Rapidement. Juste un mot, si vous voulez qu'il y ait renouvellement de la classe politique, ça ne viendra pas de la bonne volonté des gens, ça viendra d'une réforme institutionnelle, d'une révolution citoyenne, c'est-à-dire d'une autre république. Donc allez tous le 5 mai marcher pour une 6e république. Parce que ça se fera pas. Ça se fera pas. Non mais pardon, ça se fera pas juste par des colloques. Ça se fera par une vraie refonte de nos institutions qui permettront effectivement le renouvellement en limitant la durée des mandats, les cumuls de mandats, etc. Sinon, il n'y aura jamais de place pour les jeunes. Voilà. Et donc, moi, le renouvellement, je le pratique. Vous voyez, au dernier congrès de mon parti, le parti de gauche, j'ai proposé à mes camarades que le poste de secrétaire national à l'économie soit confié à un jeune économiste qui est brillant, qui est totalement inconnu, d'accord, mais qui est très efficace, qui est le président de notre commission économie. Et il s'appelle Brigand, vous dites? Non, Guillaume Étiévent, très pardon. brillant. Ah, pardon, autant pour moi. Guillaume Étiévent. Voilà, les postes ne sont pas réservés à des gens au prétexte de leur notoriété, de leur ancienneté, etc. Donc il faut pratiquer en effet ce renouvellement. Alors j'ai des questions directes qui me sont posées. Madame vous a posé une question en face de vous. Sur 2 points. Une première, un peu provocatrice, à quoi ça sert encore d'étudier l'économie, puisque après tout, tout ça c'est des vieux modèles, des trucs très théoriques, bla. Bon. Alors je vais vous décevoir parce que même si je fais partie effectivement des économistes hétérodoxes très critiques sur un certain mainstream en économie, je ne partage pas du tout cette idée que ça sert à rien et même que la théorie sert à rien. Et je dis amicalement d'ailleurs à Absatou que tout à l'heure, il ne faut pas opposer ceux qui pensent et ceux qui agissent. Je dis que la société ne doit pas être dirigée que par des gens qui pensent, qu'il faut qu'il y ait des gens... Disons qu'on fait des grands débats intellectuels où on est compris que par ceux qui réfléchissent comme nous, etc. Je vous le dis très amicalement, je dirais, quand vous dites qu'un jour vous vous êtes réveillé en vous disant qu'il fallait que vous rendiez à la société ce qu'elle vous a donné, vous avez fait quoi? Avant d'agir, vous avez pensé. Votre action, elle est commandée par votre réflexion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser, voilà. C'est un fondamental d'ailleurs. Si on agit sans penser, c'est qu'on fait un peu n'importe quoi. Non, mais je ne veux pas débattre avec vous. Non, c'est pas ce que je dis. C'est parfait, on a compris, allons-y, on a compris. Et donc, oui, on a toujours besoin d'une bonne théorie, y compris économique, figurez-vous, à condition qu'elle soit bonne. Alors l'intérêt, c'est que normalement, avec l'histoire, on expérimente des choses, des politiques, et on apprend qu'il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas. Regardez aujourd'hui,
Partout en Europe, on pratique des politiques d'austérité, soi-disant, pour réduire la dette publique. Partout en Europe, ça fait quoi? Ça plonge l'économie dans la récession, ça aggrave les déficits et les dettes publiques. Tout le monde sait, même sans avoir fait d'études d'économie, d'ailleurs, que ça n'est pas la bonne solution. Eh bien, pardon, mais si les gens qui nous dirigent, effectivement, faisaient un peu d'économie sérieuse, avaient bien appris leur leçon d'économie élémentaire, avaient un petit peu lu Keynes, ils sauraient que tout ça, c'est des vieux débats qui sont tranchés. Donc oui, on a encore besoin d'apprendre l'économie, entre autres, parce que c'est une des formes essentielles de compréhension du monde. Mais il faut falloir faire le tri critique, effectivement, entre les vieilles lunes et les vieux modèles abstraits qui ne servent à rien, et puis ceux qui ont quelque chose à nous dire. Alors, une autre personne me disait, au sujet de mon intervention, elle disait, mais quand je dis si je suis le premier de la classe, est-ce que je n'ai pas aussi un devoir de m'occuper du second, du troisième, ou du dernier, etc. Oui, sans doute, mais là on reste dans le registre du devoir moral. Et ce n'est pas la morale qui sauve le monde, ni la morale qui sauve une société. Ce sont les règles, éventuellement d'ailleurs à base d'inspiration morale, mais les règles qui sont instituées par une communauté politique dit voilà les règles jouer. Quand dans la cour d'école, les gens jouent, les camarades jouent au football et sont en compétition tous pour avoir le ballon, pourquoi cette compétition est excellente ? Parce que l'enjeu de la compétition, quand on a gagné, le ballon qu'on a pris ou le trophée qu'on a gagné quand on a eu la coupe, on le remet au pot commun. La bonne compétition, c'est cela. C'est cela où on laisse la plus grande liberté aux gens pour être en compétition, pour montrer qui sont les plus forts, qui sont les meilleurs, voilà, qui sont doués, pour obtenir la reconnaissance. Mais une fois qu'ils l'ont eu, on leur dit attends, ne crois pas que parce que tu as eu ça, tu vas en faire un moyen d'asseoir et d'augmenter ton pouvoir sur les autres et ta richesse à l'infini. Non, non, tu as la reconnaissance, tu as ta part du bénéfice et on remet au pot commun. Et comment merci d'avoir répondu à madame. Par l'impôt, par les règles et par les lois. Alors Absatoussi doit répondre à la question que madame lui a posée. Et ensuite je prends, si vous faites très court, d'autres interventions, sinon je ne peux plus en prendre. Je ferai très court, donc je ne répondrai pas à ce que monsieur vient de dire. Ça m'arrange. Oui, on va au suivant. Comment garder son optimisme? Moi, depuis que je suis née, en 81, j'entends parler de crise. Et je trouve que dans cette phase de crise, dans cette phase de dépression globale, on est responsable. Parce qu'on oublie, on ne regarde que ce qui ne va pas. Moi, je regarde quoi? Je regarde une société où j'ai eu la chance d'aller à l'école gratuitement, où j'ai eu la chance d'apprendre, où j'ai la possibilité de réaliser mon rêve français. Parce qu'il existe, mais on oublie de le regarder. Et aujourd'hui, j'ai réussi à monter une boîte, j'ai créé 100 emplois. Je ne peux être qu'optimiste de là d'où je viens. Et on a tendance à penser négatif. Et le problème, c'est qu'en ce moment, on pense massivement négatif. Mais ce n'est pas au moment où mon pays a besoin de moi, où le pays souffre, qu'on doit tous se recroqueviller et penser négatif. Ça passera que par là, il faut qu'on pense positif et qu'on bouge les choses. Merci Absatou. On reprend notre question. Madame, tout au fond, à côté du radiateur, je vous donne le micro parce que sinon on vous oublie toujours à côté des élèves du fond. Madame, bonjour, vous pouvez vous présenter. Vous m'entendez? S'il vous plaît, les intervenants, on écoute ce qui se dit, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai une question sur la coopération. Bonjour, j'ai une question sur la coopération. Généralement, c'est vrai que quand une dizaine de personnes se réunissent autour d'un projet coopératif, on va dire qu'idéologiquement, c'est toujours soutenu. Et une coopération qui se développe beaucoup. Donc aujourd'hui, on est quand même en France un modèle coopératif. On a des très grandes coopératives françaises agricoles. Ça n'a pas forcément le vent en poupe et ce n'est pas pour les grandes coopératives un atout de compétitivité d'être importante, aussi bien au niveau idéologique que compétitif. S'il vous plaît, je vous invite à votre question. Voilà. Alors pourquoi quand on devient en fait un modèle coopératif très gros, on n'a plus ce soutien idéologique français? Est-ce qu'il y a une limite, une taille à la coopération? Pas, juste après, non. Je prends d'autres questions dans la salle. Monsieur, allez-y, bonjour. Appuyez sur le bouton rouge déjà. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour. Je m'appelle Jacques, en 2 mots, je suis un simple citoyen. Pardon. Je ne suis pas étudiant et je crée un mouvement qui s'appelle Reconnaissance. Voilà, Reconnaissance. Il est temps qu'on passe de la tolérance qui tourne à l'indifférence à la reconnaissance entre êtres humains parce qu'il y a l'heureux. Parenthèse fermée. Je voulais juste poser une question. Alors, parlez un tout petit peu plus loin, je ne sais pas comment vous dire le truc pour pas que ça fasse un pop. C'est bon pour vous? Parce qu'il y a un effet de Larsen. Là, c'est bon? Vous m'entendez? C'est pas le Larsen, je crois que c'est la qualité même du matos. Bon, ah oui, là, ça fait 2, là. Ok. Donc, ma question, elle est simple. Maurice Bellé, que j'aime beaucoup, un écrivain, disait il y a quelque temps, dans un très beau livre qui s'appelle La seconde humanité, de l'impasse majeure de ce que nous appelons l'économie. Ma question est celle-ci. Samartya Sen, qui est un économiste qui connaît son boulot, comme d'autres, dit
est-ce que l'économie ne devrait pas être d'abord une science morale dans un petit essai? C'est-à-dire que moi, l'économie- je pose juste une question maintenant. Ouais, enfin, vous en avez L'économie, posé une c'est juste avant. pourquoi faire. L'économie, c'est pourquoi faire. Quelle est sa finalité? Merci. Pardon, je traduis à nos intervenants. Voilà, très bien. Madame, bonjour, et monsieur ensuite qui s'est élevé tout à l'heure. Allez-y, madame. Appuyez bien sur le bouton. Bonjour, je suis médecin et un petit peu étonnée que je n'entends absolument pas parler de ce qui motive l'être humain. Donc, je m'intéresse aux arrêts de travail dans les entreprises. Je suis un petit peu inquiète parce que moi, un de mes soucis est de ne pas mourir à la tâche. Il n'y a pas que le portefeuille, en tous les cas pour la population que je représente. Alors, j'aimerais savoir si parmi vous, vous tenez compte des arrêts de travail dans vos entreprises pour envisager compétitivité et coopération. Parce que mon point de vue, c'est que s'il y a une compétitivité sans coopération, ça fait de la maladie. Et pour les malades, les règles ne suffisent absolument pas pour participer à notre société. Il faut des valeurs, il faut des objectifs. Monsieur, pardon, vous étiez levé. Non, ou c'est monsieur, je ne sais plus qui, mais allez-y, je vous en prie. Petite Monsieur, question bonjour. pour monsieur Généreux. Le caddie. Attendez, qui a le micro? C'est moi. Ah pardon, je regardais derrière, mais c'est mon strabisme naturel. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Vous êtes Bonjour. formidable, ça me l'a rappelé. Paul Cordier, ingénieur. Une question pour monsieur Généreux. Le capitalisme rhénan, puisque j'ai travaillé en Allemagne pendant de nombreuses années, est-il un modèle positif de capitalisme par rapport à ce qu'il a évoqué? Merci, monsieur derrière. Bonjour, François Prévost, je suis créateur d'une coopérative d'activité d'emploi. J'ai deux questions, l'une pour votre droite. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre la vision et la réduction de la compétition. C'est-à-dire en fait, quand une société n'a plus de vision, elle rentre en compétition. Or, si on mettait un projet, j'ai l'impression qu'on basculerait un petit peu de la pure compétition à une plus grande coopération. Donc, je voulais une réaction là-dessus. Et la deuxième, c'est aux économistes, les échanges bancaires, c'est 10 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 10 fois le PIB des 195 pays. Comment fait-on pour modérer le monstre? Merci beaucoup. Alors, mon métier est très frustrant, c'est que je suis obligé d'arrêter la prise de questions maintenant. En gros, sur le timing officiel, il nous reste 4 minutes. On va déborder un tout petit peu, mais il y a d'autres ateliers derrière que je ne voudrais pas pénaliser. Qu'est-ce que vous répondez rapidement aux questions que vous venez d'entendre? Jean-Hervé Lorenzi et ensuite Roland Castro. Je voudrais répondre à la question sur pourquoi est-ce que les... Alors, Oui, je voudrais répondre à la question sur le problème de la coopérative. Pourquoi est-ce que les grosses coopératives, ça marche moins bien? En réalité, quand vous regardez bien, le monde mutualiste, coopératif est très important en France. Le Crédit Agricole, c'est une mutuelle bancaire. Le AXA, même AXA, au départ, est une mutuelle. En réalité, l'énorme difficulté du fonctionnement du monde coopératif ou du monde mutualiste, c'est-à-dire le monde non capitaliste au sens où Jacques l'entend, c'est la taille. C'est vrai que quand une entreprise devient très importante, qui va penser réellement que le Crédit Agricole est au fond un système très différent de la Société Générale? En fait, non. Donc l'idée de base, c'est que, et qui est au fond très frustrante, c'est de se dire que peut-être les modèles d'organisation plus coopératifs sont des modèles de taille réduite. C'est très compliqué à faire fonctionner à un niveau très important. Roland Castro me disait qu'il n'a pas entendu toutes les questions, mais qu'il voudrait bien répondre quand même. Appuyez sur le bouton rouge. C'est pas mal, je n'ai pas entendu la question, mais je veux bien répondre. Allez-y. Mais non, il faut bien savoir la question. D'accord, merci. Absatou, vous répondez à une question, vous? D'accord, très bien. Jacques Généreux pour répondre, et ensuite un mot de conclusion de chacun des intervenants, s'il vous plaît. Oui. Oui. Le modèle rhénan, d'abord, il n'y a pas de modèle. Je récuse absolument cette idée de modèle en raison des circonstances historiques différentes, singulières, etc. Simplement, il y a quelques éléments. Est-ce qu'il y a encore d'ailleurs un modèle rhénan? Ce serait un long débat. Oui. Il y a quelques éléments intéressants dans la manière dont s'est développée la grande industrie allemande quand même. C'est par exemple l'expérience de cogestion dans les grandes entreprises qui participent un peu, à mon avis c'est insuffisant, mais un peu de ce que je décrivais tout à l'heure, qui est du partage du pouvoir, du partage de la décision. C'est-à-dire le fait de chercher un intérêt commun à des investisseurs et à travailleurs dans le développement d'une entreprise. C'est aussi la manière de financer l'économie. Mais ça, malheureusement, ça a beaucoup changé et c'est en train de changer. Financé par juste les marchés et la libre compétition sur les marchés financiers ou financé par la banque, par le crédit, dans une logique d'association
institutions de banques qui sont vouées au financement de l'économie et qui sont associées des entreprises pour financer l'économie. Ce qui permet de faire la transition avec la question sur l'économie. Est-ce que ça doit être une science morale? L'économie pour faire quoi? Et l'économie à quoi ça sert? Il y a deux questions là-dedans, parce qu'il y a l'économie réelle et puis il y a l'économie comme science, comme discipline. L'économie réelle comme secteur d'activité, c'est fait pour quoi? C'est fait pour produire les choses qui sont utiles à la vie. Voilà. C'est à ça que ça fait. Donc évidemment, quelqu'un demandait comment réduire le monstre de la finance. Dans une société ou une économie où en effet, où on laisse se développer l'hypertrophie de l'investissement de gens, de travail, d'ingéniosité, de fonds, dans quoi? Dans des activités purement spéculatives, est une folie. L'objet de l'économie, c'est de produire les choses utiles à la vie. L'objet de la science économique, je ne crois pas que ça doive être et que ça puisse être une science morale. L'objet de l'économie, en tant que science humaine et sociale modeste, ça doit simplement essayer d'augmenter notre intelligence sur le fonctionnement de cette économie, sur le fonctionnement des mécanismes, en sorte de pouvoir donner des conseils avisés et utiles pratiquement. Absatou avait raison de souligner que des grands discours théoriques, etc., mais qui n'ont aucune conséquence concrète pour l'entreprise, n'ont aucun intérêt. Et c'est vrai que malheureusement, 80% des économistes passent 80% de leur temps à faire des modèles mathématiques qui ne servent à rien et qui n'ont aucune utilité pour l'économie réelle. Hop, le mot de conclusion de chacun, mais quand je dis un mot, c'est un mot, c'est pas 14. Madame et messieurs, on repart avec quoi? Alors, beaucoup de frustration, c'est sûr, mais ça, c'est le job qui veut ça. J'enrage à chaque fois, il nous faudrait 4 heures de plus. On repart avec quoi comme mot à propos de ce débat qui nous a occupés maintenant? Roland Castro, votre mot de conclusion, c'est lequel? Merci beaucoup. Alors, on a parlé beaucoup d'économie, alors je rappelle, j'invite... Non, la chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir pourquoi il y a tant de gens qui viennent dans les débats en France et pourquoi, à mon avis, il n'y a pas un homme politique dans la salle qui bosse, qui lit un livre. C'est ça une question dramatique de notre pays. Bon, ça, c'est pour la réponse à la question. Et il y a un bouquin alors, à lire vachement intéressant en ce moment que je trouve très ringard. Il s'agit de La lutte de classe en France de Marx, du jeune Marx. Et le jeune Marx distingue 3 bourgeoisies. Il dit la bourgeoisie financière, bon, celle-là, vous avez remarqué, elle a gagné. C'est la conclusion. Hein. La bourgeoisie industrielle, un peu boiteuse, et une spécialité française très intéressante, la bourgeoisie bureaucratique d'État. Et donc, ma conclusion, c'est que c'est probablement celle-là qui fout un bordel noir entre solidarité et créativité. Merci, Roland Castro. Jean-Hervé Lorenzi, votre mot de conclusion. Promotion Voltaire, bien entendu. Jeune génération et pour faire bouger les choses. Micro. Oui, si on peut s'applaudir tous, c'est très bien, mais je veux dire, en réalité, rien ne bouge dans la société française, rien. Donc si les jeunes ne s'expriment pas et ne font pas bouger les choses, pas uniquement les positions qui sont ici, parce qu'elles sont intéressantes, mais elles ne sont pas exclusives, la société française ne bougera pas. Jacques Généreux, votre mot de la fin. L'histoire générale de l'humanité et l'histoire de chacun d'entre vous ici nous apprend une chose, c'est que quand les êtres humains sont dans une petite communauté de proximité, ils savent très bien comment articuler la compétition, la coopération. Absatou nous a donné un exemple tout à l'heure. Ils savent très bien le faire spontanément. L'humanité a un problème dès lors que se constituent des grandes sociétés. Car dans des grandes sociétés où il y a division du travail, où il y a apparition de la propriété privée, apparaît la rivalité acquisitive, la rivalité pour avoir ce que l'autre a. Et donc le problème fondamental, c'est que dans une grande société, il n'y a pas de régulation spontanée de cet équilibre. Ça ne peut venir que de règles d'une communauté politique qui limite la rivalité acquisitive, la rivalité pour posséder et pour acquérir. Merci beaucoup Jacques Généreux. Absatoussi, votre mot de la fin. Je vais juste dire 2 choses. Les jeunes n'y arriveront pas, ne pourront pas faire bouger les choses, c'est à vous que je réponds, s'ils ne font pas partie de ceux qui ont les rênes. Dans les micros. Voilà, c'est indispensable. Simplement, moi, ce que je veux dire, c'est revenir sur la phrase de début. Le meilleur est à venir, c'est le message que j'aimerais qu'on laisse quand même. Le meilleur est à venir parce qu'on l'a décidé, parce qu'à un moment on dit à nos enfants qu'on va leur laisser une belle planète, on pense écologie, il faut leur laisser une planète où les choses sont possibles, où ils peuvent rêver, où ils ont conscience que le meilleur est à venir. Si on leur dit aujourd'hui que le meilleur n'est pas à venir, ils font quoi? Donc il faut laisser à nos enfants de l'espoir, travailler dans ce sens-là et avoir conscience de tout ce qui est positif dans notre société et pas que de ce qui est négatif. Merci beaucoup, on applaudit les 4 intervenants, s'il vous plaît.
Merci à vous. Vous pouvez aller rejoindre les autres salles ou rester dans celle-là. Il y a d'autres conférences. Merci pour le plaisir que j'ai eu de vous accompagner également. Voilà, et bravo l'organisation.